Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition de la matinée. Et pour commencer, le journal, un atelier sur les conditions de femmes en milieu rural et périurbain, ainsi que l'accès aux services socio-économiques s'est tenu hier à Arta. Ce programme de lancement est initié par le ministère de la Promotion de la Femme et du Planning familial chargé des relations avec le Parlement en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'Union européenne. L'objectif de cet atelier est de mettre en place une étude qui se basera sur un échantillon représentatif de 1260 personnes et s'effectuera sur les 5 régions de l'intérieur et les localités périphériques de Djibouti-Ville. Cela va permettre d'apprécier certaines différences entre la situation sociale des femmes et des hommes qui vivent en milieu rural et périurbain pour disposer des données concrètes sur la discrimination des femmes et des pistes sur des possibilités stratégiques. Ces données serviront de base pour la mise en œuvre des actions de la politique nationale genre du ministère de la Promotion de la Femme et les résultats serviront de base de référence à la programmation avec l'Union européenne d'un vaste programme de promotion de l'égalité de sexe à Djibouti. L'ambassadeur de l'Union européenne à Djibouti, Joseph Silva, a indiqué que l'Union africaine a retenu comme thème l'année 2015 l'autonomisation des femmes à travers le continent. L'exemple, a-t-il poursuivi, sont nombreux en effet qui prouvent que cette autonomisation est l'une des clés du développement économique et social. Écoutez donc l'ambassadeur. L'étude que nous lançons aujourd'hui en coopération avec le ministère de la Promotion de la Femme et la Direction du financement extérieur du ministère des Finances revêt pour cette raison une grande importance à mes yeux et je suis très heureux d'être ce matin à Arta dans le calme et la fraîcheur légendaire de cette belle ville pour cette occasion. Cette étude sur les conditions des femmes en milieu rural et périurbain et les services socio-économiques mis à leur disposition, puis l'atelier de restitution qui sera ensuite organisé, vont permettre de collecter des données fiables, actualisées, et d'entendre ce que disent de leurs conditions de vie et de leurs attentes des milliers de femmes en milieu rural et périurbain, afin de mieux définir les priorités et d'être plus efficaces dans la mise en œuvre des programmes et projets de développement. La ministre de la Promotion de la Femme et du Planning familial, chargée des relations avec le Parlement, Hasna Barkat Daoud, a rappelé que cette étude, qui est d'une grande importance, constituera un outil pour la prise de décisions au niveau national dans la planification et la mise en œuvre des programmes et projets de promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous propose donc d'écouter Madame la ministre. Conformément à la feuille de route tracée par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à l'ensemble du gouvernement, tous les programmes du gouvernement tendent vers la diminution du gap existant entre les régions rurales et les villes. Parce qu'il ne peut se concevoir de développement que global, inclusif et holistique, améliorer les conditions de vie des communautés rurales n'est pas un choix. C'est une nécessité, tant sur le plan économique, car un pôle de développement économique unique et centralisé ne peut être viable à long terme, que sur le plan social, car les disparités régionales ne pourraient que nuire à l'épanouissement de la société dans son ensemble. Aussi, toute l'action gouvernementale, de la construction de routes et de l'aménagement des pistes pour améliorer l'accessibilité, à l'électrification rurale, l'approvisionnement en eau potable, au microcrédit et à l'amélioration de la couverture sanitaire et scolaire, en soulignant l'accès à l'assurance maladie universelle et le programme national de solidarité, qui va changer la vie des plus vulnérables, parmi lesquels figure une partie des femmes rurales. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a reçu hier dans son cabinet la délégation du Fonds saoudien de développement composée du directeur général adjoint M. Fouzi Aoulouane Al-Saoud et du conseiller M. Abdallah Al-Romeh. Cette réunion a pour objectif une mise au point de l'évolution des travaux des plateformes sportives construites tant dans la capitale que dans les régions. D'emblée, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Badoul Hassan Badoul, a remercié la délégation pour sa visite qui doit tendre vers un échange et une concentration sur l'état d'avancement des travaux.
Après un échange de points de vue, les responsables se sont dit satisfaits des déroulements des travaux. Par la suite, une équipe du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport composée de hauts cadres du département, accompagnée de la délégation du Fonds saoudien de développement, ont effectué une visite sur le terrain des plateformes pour constater l'avancement des travaux. À noter que le Fonds saoudien de développement finance ce programme de plateforme. Cette délégation du Fonds saoudien est à Djibouti, on le rappelle, depuis quelques jours pour s'entretenir avec les différents responsables concernés. Et toujours aux nouvelles du pays, l'Institut des études diplomatiques a abrité hier la 9e réunion de la commission conjointe ministérielle sur les projets de la ligne de chemin de fer Djibouti-Éthiopia. Cette réunion s'est déroulée en présence du côté des Djiboutiens, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, le ministre de l'équipement et des transports, Moussa Ahmed Hassan, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawale, le président des autorités des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, le directeur général de la société djiboutienne du chemin de fer, Mohamed Dabbar Roble, et des nombreux responsables. Et du côté éthiopien, ont assisté à la réunion le ministre du transport, Warknen Gebeye, ainsi que le ministre de l'économie et des finances, Ahmed Chile. Les deux parties ont chacun présenté le travail accompli sur les deux territoires pour une projection, et c'est là, disons, 93% des travaux ont été accomplis pour les deux parties. Par ailleurs, les différents points évoqués au cours de la réunion par les deux parties ont essentiellement porté sur l'état d'avancement des travaux de construction de la nouvelle ligne ferroviaire. A-t-il aussi été question du volet d'électrification de la ligne. Les deux parties ont également abordé le système de management du corridor et les postes de contrôle communs aux frontières, ainsi que les différentes connexions du projet ferroviaire avec le port d'Edoralé. Écoutez, monsieur Moussa Ahmed Hassan, le ministre djiboutien de l'équipement et des transports. Nous, dans le cadre de la construction de cette ligne de chemin de fer, les deux pays, la République fédérale et démocratique d'Éthiopie et la République de Djibouti, ont mis en place une commission conjointe à niveau ministériel. Cette commission se réunit régulièrement afin d'évaluer les progrès réalisés et en même temps de donner des orientations très claires aux différents groupes de travail, aux deux sociétés qui ont en charge la construction donc, de la ligne, afin de terminer ce projet dans le temps imparti. Et là, nous sommes à la 9e réunion. Depuis 2 ans, les réunions se succèdent à haut niveau et c'est dans un cadre de coopération très étroit entre les deux pays et entre tous les services concernés au sein de ces deux pays. Donc depuis la dernière réunion, la 8e qui s'est tenue en Éthiopie, à Addis Abeba au mois de juillet, nous avons fait beaucoup de progrès. Nous avons mis en place plusieurs groupes de travail techniques et spécialisés afin d'accélérer la finalisation de ce grand projet. Donc ces différents thèmes portent sur l'exploitation, sur la connexion de cette ligne de chemin de fer avec le port, les procédures qui vont être mises en place au niveau de la frontière afin d'accélérer et que la frontière ne devienne pas un goulot d'étranglement. Et puis l'électrification globale de cette ligne de chemin de fer qui est un projet spécifique aussi, puisque une ligne à haute tension va être construite. Et là, nous sommes aujourd'hui à ce niveau-là. Le taux de progression de la ligne est à plus de 90%. Et nous avons la ferme intention donc de terminer le projet dans les mois à venir. Dini Abdallah Omar, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, a présidé hier l'ouverture d'un atelier national de sensibilisation environnementale destiné aux ulémas, en présence du secrétaire général du ministère des biens de Waqf et des représentants de l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden.
et conseiller technique du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Adan Hassan Ilmi, de l'ensemble des imams, ainsi que des représentants des écoles islamiques à Djibouti. هؤلاء من قبل المجلس الوزراء على البيئة، بل هي أيضا فرصة للتفكير من قبل وزارة البيئة ووزارة الأوقاف كما سترون خلال اليومين. Maximum de profit de l'expérience de différents présentateurs. À l'issue de son intervention, le secrétaire général a remercié le PERSCA qui appuie depuis de longues années les activités de protection et de préservation de l'environnement marin et côtier. L'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme national de sensibilisation à l'environnement marin, à l'environnement et côtier, qui a été adopté en 2012 par le Conseil ministériel du PERSCA et dont l'objectif ultime est de sensibiliser les communautés côtières dans la région de la mer Rouge et du golfe d'Aden sur l'importance et la nécessité de préserver les ressources environnementales. Aussi, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de renforcement des capacités des éléments en matière de sensibilisation à l'environnement et assure leur contribution afin de mettre en place à l'échelle nationale une culture environnementale citoyenne. Autrement dit, cet atelier est une occasion privilégiée pour informer et sensibiliser les éléments et les imams qui vont transmettre ce message au grand public, notamment ceux qui fréquentent les mosquées, sur l'importance de la conservation de l'environnement. C'est aussi l'occasion de s'interroger sur les enjeux liés à la protection de cet environnement marin et la préservation des espèces, ainsi que d'adopter les réponses tirées de nos ressources religieuses à ces questions. C'était les explications du secrétaire général du ministère de l'Environnement. Et fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous juste après une page de publicité, les minutes du focus avec Monsieur Rebonjour. C'est les minutes du focus avec Ferdous Hussein sur le plateau avec moi. Alors Ferdous, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui pour les téléspectateurs? Bonjour Choukli, bonjour à tous. Et dans ce focus, nous allons parler très certainement de la France, plus que jamais déterminée à anéantir l'État islamique. Toujours concernant la France où l'état d'urgence a été modifié depuis 1955. Et parlons environnement pour finir, nous allons parler de la COP21. Le mois d'octobre a été le mois le plus chaud selon la NASA. Et pour commencer ce focus, nous allons parler de la France toujours sous la menace des attaques terroristes et aucun risque n'est à exclure. C'est ce qu'a affirmé hier devant l'Assemblée nationale Manuel Valls, qui a adopté. L'Assemblée nationale a aujourd'hui adopté la prolongation de l'état d'urgence pour une durée de 3 mois. Manuel Valls a évoqué la possibilité d'attaques chimiques et bactériologiques contre la population. La coalition internationale contre le groupe État islamique est emmenée par les États-Unis. Le secrétaire d'État américain John Kerry, quant à lui, affiche le succès des opérations. Depuis dimanche, Raqqa, bastion syrien de l'État islamique, est pilonné par les chasseurs français. L'arrivée du porte-avions Charles de Gaulle au large des côtes devrait permettre d'intensifier encore les frappes aériennes. Le président français va rencontrer cette semaine Vladimir Poutine et Barack Obama. La Russie, qui mène ses propres frappes en Syrie, s'est dite prête à coopérer avec la coalition anti-État islamique si elle respecte la souveraineté de Damas. L'état d'urgence, je vous le disais, en titre 2 jours après les attentats, le Parlement a confirmé aujourd'hui, à savoir la prolongation et l'adaptation de l'état d'urgence qui avait été déjà dite plus tôt par le président Hollande. En France, l'état d'urgence est une disposition législative qui date de la guerre d'Algérie. La loi a été votée le 3 avril 1955 et confère aux autorités civiles des pouvoirs de police exceptionnels depuis la guerre d'Algérie. L'état d'urgence a été promulgué à 4 reprises et la dernière fois, ce fut le 8 octobre 2005. Pendant les émeutes de banlieue, l'état d'urgence avait alors été maintenu dans 25 départements pendant 1 mois et demi. La réforme de la loi de 1955 prévoit d'élargir le régime
des assignations à résidence à toute personne soupçonnée de constituer une menace à l'ordre public. Par ailleurs, les personnes assignées à résidence pourraient se voir interdire le droit de se réunir. L'état d'urgence permet de procéder à des perquisitions sans passer par les autorités judiciaires. La réforme de la loi prévoit de protéger les dispositions des locaux des magistrats, journalistes et des parlementaires. Le procureur sera par ailleurs informé de toutes les perquisitions administratives. Des systèmes informatiques pourront être examinés et copiés, ce que n'avait pas prévu en 1955 le législateur. L'état d'urgence maintient au préfet la possibilité d'instaurer un couvre-feu, d'annuler des spectacles et de dissoudre des associations pour des raisons de sécurité. Et enfin, Choukri, la réforme de la loi sur l'état d'urgence prévoit de supprimer des dispositions en théorie, de prendre le contrôle de la presse et notamment de la radio. Et pour terminer ce focus, nous allons parler environnement. La planète vient de connaître le mois d'octobre le plus chaud de son histoire à l'approche de la COP21 dominée. Les données de la NASA publiées cette semaine montrent les températures les plus élevées jamais enregistrées pour cette période depuis 1880. En cause, les activités humaines, mais aussi le courant marin El Niño particulièrement fort cette année. On a beaucoup de preuves indiquant que le climat est en train de changer. Le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale, les températures montent, les glaces fondent, les océans se réchauffent, la mer monte. Ces observations sont absolument sans équivoque. Le futur va vraiment dépendre de ce que nous, les humains, allons décider de faire dans les années qui viennent. Pour ce faire, la réunion à Paris sur le climat, la COP21, va être un événement absolument crucial. Un record battu avec des températures supérieures d'1,5 degré à la moyenne habituellement observée pour ce mois de l'année. Une évolution qui semble inexorable, sauf à prendre enfin les décisions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Le principal problème réside dans l'inertie, le lobbying que l'on observe dans les industries traditionnelles et de l'énergie, bien sûr. Ils ne veulent pas maintenir le statu quo, évidemment, ni les règles renouvelables, ni les technologies à économie d'énergie n'ont de chance de se faire une place dans le changement de cap. Les phénomènes météorologiques extrêmes devraient s'intensifier, les pluies diluviennes ou vagues de sécheresse inédites qui devrait durement affecter les ressources agricoles. C'est tout, Choukri, pour ce focus. Merci Ferdous, merci de nous avoir ramenés dans le futur. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer des très bons moments avec Télé Djibouti.